Voici ma conversation avec Annie Cazenave, qui est responsable au Centre national d'études spatiales d'océanographie, c'est-à-dire qu'elle observe les océans depuis l'espace. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner. Merci. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans le changement climatique, c'est évidemment pas la hausse du niveau des mers, parce que bon, c'est le sujet sur lequel je travaille. Alors ça m'intéresse, bien sûr, mais on s'adaptera. Les gens s'adapteront. Soit ils s'en iront, soit il y a plein de pays qui savent s'adapter déjà, comme les Pays-Bas, où ils construisent des terres artificielles sur les mers, et ils ont des maisons flottantes, etc. Donc on s'adaptera. Ça, c'est, à mon avis, c'est pas drôle, mais il y a plein de terres vides sur la planète où on peut aller s'installer. Alors ça pose des problèmes personnels, ça je suis d'accord. Bon. Donc, moi, ce qui m'inquiète le plus dans le changement climatique, c'est les événements extrêmes, parce que ceux-là, on peut pas les prévoir. Oui, alors, la Grotte Cosquer, c'était moins 30 000 ans, entre moins 30 et moins 20 000 ans. Ouais. Le niveau de la mer, il était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Mais il y avait des hommes. Oui, mais et qui faisaient de la alors, d'abord, peinture il n'y en dans des avait grottes. pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Et puis c'est le fait que la mer était beaucoup plus basse. 20 mètres. 120 mètres. 120 mètres. Oui, 120 mètres. Alors c'est des cycles naturels, les grandes glaciations du dernier million d'années, qui sont liées à des variations de l'obliquité de. Enfin, je sais pas si vous êtes familier avec ça. Non, pas du tout. Ouverture du Sciambule. Excusez-moi pour cette. Oui, mais la technique. C'est toujours la technique, hein. Oui, mais je sais. Alors, on était sur l'altimétrie spatiale et le fait que c'est beaucoup plus précis de mesurer. Alors, je sais pas si ça c'est vous qui allez répondre précisément. Est-ce que c'est plus précis d'observer le niveau des mers depuis l'espace ou depuis la Terre? Alors, précis, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais l'avantage, c'est que le satellite voit l'ensemble de la Terre. Il couvre l'ensemble de la Terre, en particulier des océans, en quelques jours. Alors que si vous êtes, vous, sur un bateau, il vous faudrait des années et des années pour couvrir tout le domaine océanique avec des mesures réalisées toutes les minutes, etc. Donc c'est ça l'avantage du spatial, c'est la vision globale et le temps de revisite court. Donc la vitesse. Oui, enfin, on peut dire ça, oui, ça revient à la vitesse, puisque en quelques jours, on a des mesures partout sur le domaine océanique, alors qu'encore une fois, si vous étiez en bateau, pour couvrir tous les océans, il faudrait peut-être un siècle, quoi. Ouais, c'est infini. Et du coup, alors sur ce projet de franco-indien, sur lequel vous avez travaillé, sur justement l'altimétrie spatiale, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Quelle a été l'étendue de la coopération? Quels sont les résultats? Oui, alors j'ai donné cet exemple de cette mission franco-indienne Sarah Altica parce que vous m'avez posé la question de la coopération avec l'Inde. Mais d'une manière plus générale, on utilise toute une série de missions altimétriques, puisque là on parle de mesurer la topographie de surface de l'océan, avec toutes ses composantes liées au courant, etc. Et on n'utilise pas une seule mission, mais une constellation. Alors, ça a débuté au début des années 90 avec un satellite qui s'appelle Topex Poséidon, qui a été développé en coopération entre le CNES en France et la NASA aux États-Unis, qui a marqué le début de ce qu'on va appeler l'océanographie spatiale. Parce que avant, il y a eu des satellites du même type, dits altimétriques, mais avec une précision beaucoup moins bonne et qui ne permettaient pas d'étudier notamment les courants océaniques ou, bien sûr, on n'en parlait même pas à l'époque, la hausse du niveau des mers liée au réchauffement climatique. Et ça, ce n'est qu'avec cette mission Topex Poséidon au début des années 90 et tous les successeurs, Jason 1, Jason 2, Jason 3, un autre qui est lancé il y a pas longtemps qui s'appelle Sentinel 6, et puis le tout récent qui s'appelle SAUT. On a toute une constellation de satellites hyper précis
qui sont utilisés par les chercheurs, dont nous ici dans ce laboratoire qui s'appelle le LEGOS, pour étudier l'évolution des océans en général. Et outre les courants, la hausse du niveau des océans liée au réchauffement global. Voilà. Et Altica fait partie de cette constellation, mais ce n'est qu'un des satellites qui est utilisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme tout ce qui est lié au climat, ce sont des changements lents pour la plupart, pas toujours. Il y a des événements extrêmes, peut-être on en parlera plus tard. Mais en général, il s'agit d'évolution lente. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir la continuité temporelle. Et pour en revenir à ces satellites altimétriques, à ces missions altimétriques, il faut toujours avoir au moins un satellite en orbite, et même 2 d'ailleurs, parce que s'il y en a un qui tombe en panne ou qui présente ou les instruments à bord présentent des dérives instrumentales, c'est déjà arrivé. Eh ben il faut qu'il y en ait un autre qui soit présent pour justement pouvoir mettre en évidence des problèmes instrumentaux et bien distinguer ces problèmes instrumentaux des phénomènes physiques. Donc voilà, depuis 30 ans, on a eu la chance d'avoir toute cette constellation, et Saral Altica, cette mission franco-indienne en fait partie. Combien de satellites il y a dans une constellation altimétrique comme ça? Alors, presque plusieurs dizaines, parce que outre ceux que j'ai mentionnés, il y a des satellites de l'Agence spatiale européenne qui ont été lancés. S'appelle pour mesurer la topographie de surface des océans, parce qu'il y a plein d'autres phénomènes qu'on mesure depuis l'espace. Ces satellites s'appellent Sentinel-3. Et puis il y a les Chinois aussi qui ont lancé des satellites. Alors on n'utilise pas forcément toutes les données de toutes ces missions. Ça dépend des objectifs qu'on poursuit. Si par exemple l'objectif sur lequel moi je travaille, qui est la mesure de la hausse du niveau des mers en lien avec le réchauffement climatique, on peut pas utiliser tous ces satellites parce que tous n'ont pas exactement la même précision, degré de précision nécessaire pour extraire ce signal qui reste quand même très petit. Et donc ça va être plutôt pour cet objectif-là, les satellites comme Topex, Jason 1, Jason 2, Jason 3, Sentinel 6, et puis là maintenant on va pouvoir utiliser le dernier né qui s'appelle SWOT. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce dernier né, ou qu'est-ce qui... Alors, ce dernier né, bon, alors, d'abord, peut-être faut rappeler comment ça marche. Allons-y. Alors, le satellite, les classiques, là, ceux qui ont été lancés, depuis, comme j'ai dit, depuis 3 décennies, ils ont un radar altimètre à bord qui, on va dire, pour simplifier, toutes les secondes, envoie un signal radioélectrique vers le bas, on appelle vers le nadir. Ce signal, il va se réfléchir à la surface de la mer et revenir au satellite. Et en mesurant le temps aller-retour du trajet du signal, qui se déplace à la vitesse de la lumière, on connaît la distance entre le satellite et la surface de la mer. Et ça, tout le long de la trajectoire, et pendant 10 jours, ce satellite couvre l'ensemble du domaine. Mais ces mesures-là, elles sont uniquement le long de la trajectoire. Il se trouve que entre ce que on appelle 2 traces couvertes par le satellite à la surface de la mer, il peut y avoir des gaps, des trous de jusqu'à 200 km entre 2 traces. Donc on couvre tout le domaine océanique, mais pas avec une résolution entre les traces très très bonne. Ce qui va se passer avec la nouvelle mission qui s'appelle SWOT, c'est que cette fois-ci on va vraiment avoir non pas des données en 1 dimension, mais en 2 dimensions, sur ce qu'on appelle des fauchés, larges au total de l'ordre d'une centaine de kilomètres. Et à l'intérieur de ces fauchés, on va avoir une résolution de l'ordre d'1 kilomètre.
1 kilomètre comparé à une très bonne résolution le long des traces des orbites des satellites, mais entre deux traces, un gap qui peut aller jusqu'à 200 kilomètres. Alors que là, on va avoir vraiment une couverture Donc c'est comme complète. si on voyait avant pixelisé, que là maintenant c'est beaucoup plus fin, beaucoup Si plus vous précis. voulez. Petite interruption rapide pour vous rappeler de vous abonner en fait. Petite interruption rapide pour vous rappeler de vous abonner en fait. C'est très utile parce qu'ensuite ça permet de montrer le nombre d'abonnés qu'on a à des potentiels sponsors. Et c'est ça qui va aussi nous permettre d'avoir des meilleurs invités. Donc voilà, désolé de cette petite interruption, mais en tout cas, merci infiniment à tous ceux qui regardent cette vidéo et qui s'abonnent. À toutes. On peut dire ça, Ouais, oui, ok. absolument. Et donc, c'est-à-dire, pour certaines applications, comme par exemple la mesure des courants de petite échelle, ça va être vraiment une révolution parce que aujourd'hui, on a déjà des résultats tout à fait spectaculaires, mais qui vont être encore plus spectaculaires avec cette nouvelle mission. Donc on peut observer également les courants du coup par satellite. Ah ben c'était même l'objectif initial. D'accord. Si on reparle de cette première mission lancée en 1992, donc Topaï-Poséidon, son objectif, c'était pas de mesurer la hausse du niveau des mers, on en parlait encore très très peu. C'était de mesurer les courants océaniques. Alors D'accord. pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on mesure, c'est bien la topographie de la surface de la mer, les creux, les bosses, etc., dont certains bougent pas, j'en dirai un mot après, et puis d'autres qui évoluent dans le temps. Et cette topographie, eh bien, la pente de cette topographie, elle donne une information sur les courants. Si vous voulez, la vitesse des courants océaniques est proportionnelle à la pente de la topographie. Donc, quand on cartographie la topographie, on a la pente et on a les courants. Et c'était ça l'objectif de cette première mission Topaï-Poséidon. Est-ce qu'on s'imagine vraiment un creux? C'est comme ça qu'il faut se l'imaginer? Ou comment ça se représente? Comment est-ce qu'on pourrait le représenter? C'est des creux des bosses? Oui, c'est des sur la creux surface des des bosses. océans. Oui, oui, absolument. Alors, la petite parenthèse qui est quand même intéressante, c'est que il y a les courants qui ont des positions assez connues, mais qui bougent un peu au cours du temps. Et puis, superposé à ça, il y a des creux et des bosses permanents, c'est-à-dire qui n'évoluent pas du tout avec le temps. C'est fou ça. C'est-à-dire la mer est pas plate, il y a des creux et des bosses qui peuvent avoir une amplitude, une hauteur de plusieurs dizaines de mètres jusqu'à une centaine de mètres sur des distances assez grandes, et qui sont une sorte d'image de la topographie des fonds marins. Ah oui, ok, d'accord. Donc s'il y a une grosse abysse à un endroit, la mer va être aussi... Eh ben non. Ah si, oui, vous avez raison, pardon. Oui. Voilà, dans ce qu'on appelle les zones de subduction, la mer se creuse. Et puis, par exemple, au-dessus d'un volcan sous-marin, qui marche pas comme une île à la surface, eh ben la mer, elle se bombe. Il y a une bosse. Et donc, en fait, les missions altimétriques ont été lancées essentiellement par les Américains avant le début des années 90, avec une précision de mesure de la hauteur d'une hauteur de mer individuelle de l'ordre du mètre, un petit peu moins, mettons 50 cm à mètre. En fait, ces missions-là, elles pouvaient pas mesurer les courants parce que le signal était trop petit, mais elles ont fait les premières cartes globales des creux et des bosses permanentes de surface de la mer, à partir desquelles on a pu déduire la topographie des fonds marins, qui jusque-là était très mal connue. Elle était connue à partir de mesures faites par les bateaux, en particulier le long des routes commerciales, alors avec une assez bonne couverture dans l'Atlantique Nord, dans le Pacifique Nord, mais plein de trous dans l'hémisphère sud. Et pour la première fois, on a pu avoir des cartes globales de la topographie des fonds marins, avec plein d'applications.
juste pour savoir si j'ai bien compris, mais c'est du coup le fait qu'on voit des creux et des bosses à la surface de la mer par les satellites, Oui. par les premiers satellites américains, nous a permis de déduire en fait ce qui se passait en dessous et de faire les premières cartes. Okay. Exactement. Alors ces satellites américains, puis d'autres après de l'Agence spatiale européenne qui ont aussi contribué. Il n'y a pas que ces satellites américains dont j'ai parlé, d'autres satellites comme le satellite RS1 de l'Agence spatiale européenne a été utilisé, et encore plus récemment un autre qui s'appelle Cryosat. Et ces cartes de la topographie des fonds marins, ben, c'était quand même une révélation parce que on a découvert des milliers de montagnes sous-marines qui étaient soit pas connues du tout, soit qui avaient été mal cartographiées par des bateaux qui passaient juste au-dessus ou à proximité. Et puis toutes les structures de la tectonique des plaques, parce qu'en fait les fonds marins, ils reflètent les limites entre les plaques tectoniques, comme les rides médio-océaniques, où les plaques se forment, les zones de subduction où les plaques replongent dans le manteau, etc. Et puis le volcanisme sous-marin, on a découvert beaucoup de choses. Donc ces premiers satellites ont été aussi assez révolutionnaires. Ok, d'accord. Et du coup, par rapport à ces volcans sous-marins, quels sont leurs rôles un peu qu'est-ce qu'on sait de ces volcans sous-marins c'est lié à, pour moi, quand je pense à volcans sous-marins, je m'imagine un peu des îles en formation. Mais après, oui, alors certains sont des îles en formation, mais tous n'émergent pas au-dessus à la surface. Et il reste volcans sous-marins. Et tout ça traduit l'activité volcanique de la planète, et tout ce magma qui vient de profond dans la terre, dans le manteau de la terre. C'est aussi un moyen de savoir comment la terre solide fonctionne et évolue. Est-ce que vous avez vu, j'ai vu ces petites crevettes qui habitent autour des volcans justement? Ah oui, des sources hydrothermales. Ça, c'est magnifique. Oui, bon, avec l'altimétrie, on mesure pas. On trouve pas les crevettes. Non, on mesure pas les crevettes. Mais oui, bien sûr. Ben, je vous montrerai des cartes de cette topographie des fonds marins. C'est vraiment spectaculaire. J'avais vu aussi, si on regarde l'intégralité, si on prend une carte de la Terre et qu'on enlève l'intégralité des océans, on se rend compte qu'en fait, c'était comme si on était au sommet des montagnes. Oui, mais c'est exactement ça, oui. Sauf que les figures, enfin les images dont vous parlez, elles sont pas à la résolution aussi fine que l'image que je vous montrerai plus tard. Ok, mais on pourrait la mettre, on peut incruster des choses. Donc, mais avec plaisir. Et donc, l'altimétrie spatiale, le réchauffement climatique. Alors ça, c'est un peu votre spécialité. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de nous transmettre par rapport à ça? Alors, donc avec cette continuité de mission très précise depuis le début des années 90, on a mesuré les courants océaniques, la circulation océanique qui était mal connue, encore une fois, parce que, comme pour la topographie des fonds marins, elle était connue qu'à partir des mesures faites par les bateaux. Donc, ça a été bien précisé par cette vision globale des satellites altimétriques, avec plein d'applications potentielles, comme on peut l'imaginer. C'est assez évident, la navigation, l'exploration, les pêches, en fait, parce que les pêcheurs, ils ont besoin de connaître avec précision les courants, tout un tas d'applications pratiques, on va dire, et puis des applications scientifiques sur la manière dont l'océan transporte la chaleur, par exemple, depuis les tropiques jusque vers les hautes latitudes. Voilà, enfin tout un tas d'applications aussi à la science. Donc ça, c'était comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif principal de cette première mission. Et puis en accumulant les mesures au cours du temps, au fil des années,
on s'est dit qu'on pouvait aussi mesurer la hausse du niveau des océans, qui est une des conséquences majeures du réchauffement climatique. Et donc effectivement, au fil des années, les mesures ont été de plus en plus, enfin, la pression des mesures a été affinée. Voilà, pour tout un tas de raisons, parce que d'une part parce que les instruments, les radars embarqués sur les missions successives leurs performances ont été améliorées, et ça c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est aussi dans le traitement des mesures par les chercheurs, par nous par exemple. Eh bien, on a amélioré ces traitements et on a pu accéder à des signaux de plus en plus petits, dont cette hausse de la mer. Alors ça m'intéresse. Alors, il y a un satellite à combien, 400 km au-dessus de nous? Non, 1300 km. 1300 km. Ouais. 1300 km. La station spatiale est à 400 km. Oui, la station. Alors du coup, à 1300 km, il y a les satellites. Oui, ces satellites-là, ils sont hauts pour plein de raisons, mais en particulier parce qu'à 400 km, à cause du freinage de l'atmosphère, le satellite il redescend assez vite. Okay. Alors il faut de l'énergie à bord pour pouvoir le maintenir toujours à la même altitude. Et donc ça perturbe les mesures. Oui. Voilà. Et enfin bon, pour tout un tas de raisons, l'altitude des orbites a été choisie autour de 1300 km. Et donc il y a ces satellites à 1300 km qui captent des données et ensuite qui vous les envoient. Qui captent, oui, qui font des mesures, oui, qui enregistrent des données, oui, c'est ça. Et qui ensuite les envoient. Oui, à des stations de réception, oui. Ça, c'est quoi? C'est radar? Comment est-ce qu'il y a la donnée qui est enregistrée sur le satellite? Comment est-ce qu'elle est transmise ensuite sur Terre? Oh, mais ça, c'est classique pour tous les satellites. Il y a des transmissions vers des stations de réception, okay. Voilà. Et après, il y a des organismes, c'est le CNES en particulier, qui collecte ces mesures, en fait c'est de la télémesure et qui transforme ces mesures basiques en quantité géophysique. Donc pour nous en hauteur de mer qui évolue à la fois géographiquement et en fonction du temps. Donc vous recevez quoi? Sur votre fichier, je me demande un peu sur votre ordi là, vous avez quoi? Un Excel, c'est une carte, non, c'est pas Excel, non, mais d'abord, c'est pas moi toute seule, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce qu'on appelle le traitement de la physique de la mesure. Okay. Il y a beaucoup de gens qui sont concernés parce qu'il y a beaucoup de corrections à apporter, donc ces corrections, il faut les améliorer en permanence, et puis au final, on peut avoir soit... Bon, comme j'ai dit, le satellite, il déroule autour de la Terre un quadrillage en une dizaine de jours. Et le long de ces orbites, si vous voulez, on a des mesures, comme j'ai dit, à peu près toutes les secondes. Et donc, on obtient des hauteurs de mer toutes les secondes, donc à différentes positions, localisations et différents temps. Et donc, on peut avoir accès à ces données-là pendant 10 jours avec une couverture globale, et puis ensuite, les 10 jours suivants, etc. Donc, après, on peut aussi faire ce qu'on appelle des grilles, c'est-à-dire au lieu d'avoir une mesure le long de la trace avec un espacement entre les traces du satellite de l'ordre, ça dépend du satellite, mais autour de 200-300 km, on peut interpoler sur des grilles régulières avec une résolution de l'ordre de 25 km, par exemple, partout sur toute la Terre. Donc, on a des séries temporelles de grilles de données qu'après, on peut analyser. Donc, et pour obtenir ces données-là, avant de les interpréter, il y a beaucoup de gens qui sont derrière et qui travaillent. C'est très compliqué. C'est pas des petites mains, c'est des ingénieurs. Oui. C'est aussi une compétence très pointue. Très pointue. Et voilà, et ce niveau-là, il est absolument fondamental parce que s'il y a des erreurs dans la chaîne de traitement, vous allez ensuite faire de l'interprétation scientifique qui sera complètement fausse
Et donc, cette étape-là, elle est absolument majeure et il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Mais j'imagine, je savais pas du tout. Et puis, souvent, oui, on constate des erreurs, on essaye je dis tous les groupes qui sont impliqués essayent de les comprendre, de trouver des solutions, etc. Et c'est souvent, d'ailleurs, c'est souvent un aller-retour entre cette étape-là de traitement, comme je l'ai dit, qu'on appelle physique de la mesure, et les gens en aval qui font l'interprétation, souvent, comme moi par exemple, on trouve des choses un peu bizarres, on se dit oh non, ça c'est physiquement pas très possible, donc on recontacte les gens en amont. Et puis, comme ça, il y a souvent des allers-retours, et puis c'est comme ça qu'on améliore tout le processus. D'accord, oui, il y a une sorte de va-et-vient entre les personnes qui reçoivent les données, vous qui les interprétez. Et ceux qui les reçoivent, ceux qui les pré-traitent pour passer de la télémesure satellite en quantité physique interprétable, comme par exemple, comme j'ai dit, une hauteur de mer. Et puis ceux qui après utilisent ces données pour essayer d'interpréter. Il y a un aller-retour permanent. Et l'avantage, par exemple, de nous ici, à côté être géographiquement situés à côté du CNES, c'est extrêmement important parce que on fait des réunions fréquentes et le fait de pouvoir se voir sur un même site, je pense que c'est vraiment un point important, un avantage. C'est toujours plus facile de discuter de vive voix que par écran interposé et puis de se poser, de regarder des données à plusieurs, avec plusieurs regards, etc. Et c'est comme ça qu'on avance beaucoup plus vite. Donc c'est un sacré avantage. Oui. C'est super ce que vous dites parce que justement, on peut croire que maintenant Internet va remplacer les interactions humaines, enfin pas les interactions humaines, mais on peut, oui, mais pourquoi se voir si on peut faire un zoom ou si on peut, etc. Mais du coup, vous voyez vraiment la différence, le contact humain en Zoom, fait. ça a été très bien. C'est très bien pour certaines choses, comme par exemple, en mon cas, dans le passé, des réunions à Paris de 2 heures. Ça veut dire prendre le premier avion du matin, se lever très tôt, rentrer tard le soir pour 2 heures de réunion à Paris, très fatigant, très cher, et un Zoom là, c'est parfait pour ça. Mais pour analyser des données et essayer de comprendre des problèmes, certains problèmes que les uns ou les autres ont détectés, le mieux, c'est quand même de se voir en personne. Et enfin oui, ça c'est évident. Et c'est aussi, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est aussi, ça laisse place à la sérendipité, qui est un des facteurs de découverte, d'invention, d'innovation, de recherche, etc. C'est laisser un peu la place au hasard. Et du coup, je trouve que quand il y a un format de réunion comme ça où ça commence et ça s'arrête, où c'est très digital, ça laisse beaucoup moins de place à ce qui est cette émulation, cette... Non, les Zooms, ça a des avantages, ça c'est clair, pour certaines choses, mais pas pour tout, c'est sûr. Pas pour tout, ouais. Non, pas pour tout. Et même pour les échanges scientifiques dans les grands congrès internationaux, si vous interviewez les scientifiques, ils vous diront tous que c'est quand même une nécessité de se rencontrer de temps en temps, en personne. Parce que le fait de discuter entre chercheurs, souvent ça éclaire sur un sujet, une question qu'on s'était posée, mais on n'avait pas la solution, et puis après ça donne des idées pour faire autre chose, etc. Et ça, par Zoom, Zoom ou d'autres plateformes de visioconférence, ça marche pas. Et c'est le fait, à mon avis aussi, qu'il y ait le temps d'après, c'est-à-dire qu'il y a le temps de la conférence, et après il y a le temps où on va au resto, où on va boire un verre, où on échange des idées, et en fait, ça, c'est fondamental. Moi, absolument. Moi, cette semaine, je pourrais être aux États-Unis à un congrès annuel
d'une grande association américaine, mais qui est devenue internationale, qui s'appelle l'American Geophysical Union, qui a lieu toujours en décembre, à mi-décembre, voilà. Et pendant plusieurs décennies, j'ai assisté à ces réunions. Et bon, cette année, j'y suis pas allée parce que j'étais en Inde récemment, mais aller écouter des exposés d'un quart d'heure, en général, c'est mon expérience personnelle, sauf peut-être quand on est très jeune chercheur, qu'on démarre dans le métier, on n'apprend rien, parce que c'est des choses que les collègues ont déjà publiées dans les journaux scientifiques et que vous connaissez déjà, etc. Par contre, discuter avec les gens, au coffee break, ou, enfin en dehors des présentations formelles, eh ben c'est fondamental, et c'est comme ça c'est comme ça que la science progresse. Et c'est rassurant quelque part. Moi, je trouve ça rassurant que le fait de se rencontrer entre humains et que de pouvoir discuter, de comprendre et d'échanger autour d'un café, ben ça reste la meilleure façon. Et c'est vrai aussi dans les laboratoires. Il n'y a pas que dans les congrès. Hein, c'est vrai aussi dans un laboratoire comme ici. Effectivement, les échanges au café, c'est fondamental. Revenons, je suis très heureux qu'on partage cette vision de l'importance du café. Et du coup, alors sur toute cette question de l'altimétrie, de la mesure des océans, donc vous aviez partagé à la conférence où je vous ai vu que depuis les années 60, mais corrigez-moi si je me trompe, depuis les années 60, le niveau des océans a augmenté de 12 cm. Oui, alors depuis le début des années 90, c'est 12 cm, effectivement. Depuis qu'on mesure avec ces satellites altimétriques, c'est à peu près 12 cm en moyenne globale. Alors ça montait un peu avant, et comme on le sait, avant, mais ça montait moins vite d'abord. On le sait grâce à des instruments, alors pas avec des satellites, mais avec des instruments qu'on appelle des marégraphes, qui ont été déployés dans les ports, pour mesurer en particulier pour mesurer les marées océaniques. Et il y a certaines séries comme à Brest en France par exemple, où le premier marégraphe il a été déployé au début des années 1900 je crois, quelque chose comme ça. Donc on a de longues séries, de longs enregistrements, et il y a quelques endroits dans le monde comme ça où il y a des longs enregistrements et où on voit que la mer monte. Donc on se doutait que la mer montait. Mais avec les satellites, vous avez cette vision globale qu'on n'avait pas avant, puisque les marégraphes, ils sont installés dans les ports, donc forcément le long des côtes continentales, et pas partout en plus. Dans l'hémisphère sud, comme d'habitude, pas grand-chose. Et puis, aucune information dans l'océan du large, en plein océan. Alors que le satellite, lui, il voit tout. Il voit tout l'océan du large. Donc 12 cm depuis le début des années 90. Depuis le début du XXe siècle, on va dire à peu près 25 cm. Mais ce qu'on voit avec les satellites, deux choses. D'abord, c'est que ça accélère. Et deuxièmement, c'est que la mer, elle monte pas partout à la même vitesse. Ça, on pouvait le savoir avec les marégraphes installés dans les ports. Cette couverture globale, qui est vraiment l'élément, je dirais, le plus important, nous a montré que dans certaines zones, particulièrement dans les tropiques, dans le Pacifique tropical ouest, dans l'océan Indien, puis dans quelques autres régions, la hausse de la mer, elle a été 2 à 3 fois plus rapide que cette moyenne globale. Donc au lieu de 12 cm, eh ben, vous multipliez par 2 ou par 3. Et comme dans les tropiques, il y a souvent des atolls, des îles basses, certaines peuplées, pas toutes, mais si vous pensez aux Kiribati, les Tuvalu, les Maldives, tout ça, 30 cm, enfin... les Tuamotu. Les Tuamotu, oui, je sais pas s'il y a beaucoup de monde dans les Tuamotu, mais bon, mais oui. Quand on approche les 40 cm, ça commence à faire pas mal. Alors, j'avais une question par rapport au fait que l'augmentation du niveau de la mer n'est pas régulier partout, donc par exemple, est-ce que c'est lié au fait que à l'équateur, est-ce qu'à l'équateur ça monte plus que... Non, c'est pas lié à l'équateur. D'accord. C'est
Alors, j'ai mentionné les tropiques, mais il n'y a pas que les tropiques. Ok. Il y a dans le Pacifique Nord aussi, dans certaines zones du Pacifique Sud. Alors, c'est lié à quoi? Eh bien, c'est la cause principale, c'est le fait que l'océan stocke de la chaleur. On n'a pas parlé des causes encore. Pourquoi la mer monte? Je reviendrai après la réponse à votre question. La mer monte à cause de deux grandes contributions. Le fait que l'océan se réchauffe, donc l'eau se dilate et ça fait monter le niveau de la mer. Ok. Et la deuxième cause, c'est la fonte des glaces continentales, pas la banquise, mais les glaciers de montagne et les glaces de l'Antarctique et du Groenland qui fondent. Ça, on le mesure aussi avec d'autres satellites. Et du coup, ça fait monter le niveau de la mer. Alors, la réponse à votre question, pourquoi c'est pas uniforme, cette hausse de la mer? Eh bien, c'est parce que dans certaines régions de l'océan, l'océan stocke plus de chaleur que dans d'autres. Et c'est notamment le cas dans le Pacifique tropical ouest, où il y a plus de chaleur stockée dans les couches superficielles de l'océan que, par exemple, dans la partie est du bassin. Donc c'est plus dilaté finalement sur ces Oui, parties-là. Ok. voilà. Et donc, du coup, la mer monte plus vite, monte plus, ou plus vite, c'est pareil. Ouais. Et du coup, alors ça c'est intéressant. Donc, c'est finalement c'est le fait que sur certaines parties du globe soit plus Oui, la dilaté, plus chaud. Oui, c'est ça. Plus chaud, oui. donc du coup plus dilaté Oui, fait oui. que ça fait, Oui, c'est ça. ça peut être, disons, 10 centimètres à Brest, mais Pacifique Sud, ça va être 30. Oui, alors pour les côtes de France, on a une moyenne globale, ça monte à peu près en moyenne globale de 3,5 mm par an, c'est tout petit. Mais comme j'ai dit, ça accélère, c'est-à-dire si vous prenez la décennie 90-2000, la hausse, la vitesse d'élévation, c'était autour de 2 mm par an, et aujourd'hui, on approche les 5 mm par an. Donc, ça accélère. C'est exponentiel ou c'est... Oui, c'est difficile de dire si c'est vraiment exponentiel, parce qu'on a quand même une série courte, on n'a que 30 ans, mais voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que le long des côtes de France, que ce soit la façade atlantique ou la Méditerranée, ça monte, la mer monte bien sûr, mais à peu près la même vitesse que la moyenne globale. Et puis dans d'autres régions, comme j'ai dit, ça monte jusqu'à 2-3 fois plus vite. Mais c'est pas le cas de la France, voilà. Ok, c'est pas le cas de la Ah, de la France métropole. hexagonale. La métropole. Mais ouais. sur, du coup, la Polynésie, par exemple, Oui, la Polynésie, ça monte un petit peu plus vite. ça monte oui, plus vite, oui, et c'est notamment à cause du coup de la dilatation. Oui. Ouais. Oui. Ok. Et une autre problématique du coup des îles polynésiennes, mais des îles basses, c'est qu'il y a aussi ce que vous disiez, le pompage de l'eau. Alors ça, c'est un autre phénomène, effectivement, qui est très important, mais on n'en parle pas beaucoup, et pas assez à mon avis. C'est que, là, on a parlé de la hausse du niveau des mers liée au réchauffement climatique. Maintenant, dans certains endroits, le sol s'enfonce. Et à la côte, si le sol s'enfonce ou la mer monte à cause du réchauffement climatique, vous pouvez pas faire la différence. Donc quand le sol s'enfonce, eh bien, vous avez l'impression que la mer monte. Et dans plein d'endroits, sur la planète, le long des côtes, eh bien, le sol s'enfonce. C'est le cas notamment de plein de mégapoles dans l'Asie du Sud-Est. Jakarta, Alors, il y a Jakarta, il y a Bangkok, il y a Tokyo. Alors, c'est plus tout à fait l'Asie du Sud-Est, c'est un peu plus au nord, mais bon. Il y a plein d'endroits dans le monde, le golfe du Bengale, etc., où le sol s'enfonce. Alors, souvent, dans les grandes mégapoles, c'est parce que on pompe l'eau dans les nappes. Et quand on enlève l'eau, en fait, le sol, il a tendance à s'enfoncer. Et par exemple, c'est le cas aussi dans le delta du Vietnam, du Mekong, pardon, excusez-moi, au Vietnam. Voilà, où là, il y a notamment, on fait des mesures de cet enfoncement du sol par satellite. On peut utiliser soit le GPS que tout le monde connaît, ou bien d'autres techniques spatiales avec d'autres types de satellites. Et par exemple, dans le delta du Mekong, sur les dernières années, le sol s'est enfoncé de 15 mm par an.
15 mm par an, vous mettez 3 fois plus que la hausse de la mer liée au réchauffement climatique. Ouais, qui est de 5 mm. Alors, si vous faites la somme des deux, parce que ça se... C'est le drame. Ça se cumule, hein. Oui, ça commence à faire... c'est énorme. C'est que d'un côté, il y a du coup enfoncement de sol, de l'autre, il y a élévation du niveau de la mer, et en fait, c'est c'est un double phénomène, double sanction. Exactement, et c'est le cas dans plein de mégapoles côtières, voilà. Et pas que dans l'Asie du Sud-Est, mais énormément dans l'Asie du Sud-Est. Vous mentionnez Jakarta, effectivement, du coup, cette capitale de l'Indonésie, vous savez qu'elle a été déplacée. Elle a été déplacée. Ouais. C'est vous qui me l'avez appris sur la... Bon je me souvenais pas. Non, mais sur la conférence, vous en avez parlé. Oui, c'est incroyable. Et c'est vrai que ça a des conséquences directes sur d'être obligé de déplacer sa capitale parce que on a un enfoncement de sol d'un côté plus l'élévation du niveau de la mer. C'est des frais monstrueux et j'espère que dans le cas de l'Indonésie, ça va aller. Je trouve que c'est cette problématique de l'enfoncement des sols. On parle toujours de la montée des eaux, mais on parle pas de ça. Et c'est vraiment dans certains endroits, c'est plus important que la hausse de la mer. C'est 3 fois plus. Là, dans cet exemple-là, c'est pas partout pareil, mais oui, dans beaucoup d'endroits, c'est très... Est-ce qu'il y a des choses à faire qui sont des solutions? Je crois à Tokyo, si je me souviens bien, le sol s'est enfoncé énormément alors, j'ai plus les dates exactes en tête, mais jusque vers les années 2000, plusieurs décimètres. Et puis, les Japonais ont décidé je sais pas ce qu'ils ont fait exactement, je connais pas les détails, mais ils ont arrêté de pomper l'eau et donc cet enfoncement du sol, il s'est atténué. Donc il y a des solutions, oui, mais après, c'est un problème compliqué. Il faut bien alimenter les populations en eau douce. En eau douce Pardon. En parlant de problèmes compliqués, est-ce que oui, allez-y. Je peux aller chercher à boire. Oui, vous voulez pas un peu d'eau? Oui, le bleu. Excusez-moi. Non. Parce que sinon je vais me mettre à tousser. Vous... Ça, je vais peut-être couper, ouais. Mais gardez-le. Oui, c'est bon. Et le problème, moi, je suis surpris. Quelles sont les limites aujourd'hui? Donc, je rebondis sur le fait que vous parlez de problèmes compliqués et notamment la prévision de la météo. Aujourd'hui, on a comment? La météo? Ouais, c'est pas mon domaine, la météo, quand même. D'accord, mais alors vous me dites si vous savez ou si vous savez pas, il y a pas de souci. Mais j'avais une question du coup par rapport au fait quelles sont aujourd'hui les limites à savoir la météo à plus de 10-15 jours? Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à être précis, donc plus ou moins précis sur la météo? Parce que les mouvements dans l'atmosphère, ils sont largement chaotiques. Et au-delà d'une semaine, on a beau les modèles météo, les modèles de prévision météo accumulent énormément d'observations comme condition de départ pour les prévisions, mais au-delà de quelques jours, enfin une semaine, 15 jours, le système est tellement chaotique que on est incapable de prévoir. Moi, c'est pas mon domaine. Moi, je peux vous parler des projections climatiques où là, en fait, on calcule des probabilités de changement. Sans prétention de dire à tel endroit de la planète, ça sera, la mer aura monté d'exactement tant de centimètres ou mètres. Voilà, on fait des projections à caractère statistique. On propose des probabilités d'évolution. Alors, ce qui est complètement différent de la météo. Voilà. Mais la météo, la prévision météo, c'est pas mon domaine. D'accord. Mais du coup, alors pour repartir sur les projections, les différents scénarios, les probabilités,
Donc, quelles sont un peu les différentes probabilités d'élévation du niveau de la mer sur les fenêtres de temps que vous souhaitez évoquer? Alors, d'abord, on a parlé des causes de ce qu'on observe aujourd'hui. Ouais. Donc, on a dit les deux grandes causes, c'est le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces. Et les deux sont une conséquence des émissions de gaz à effet de serre. Liées aux activités humaines, hein, la combustion des énergies fossiles et la déforestation. Donc, pour le futur, les climatologues développent des modèles de climat qui sont extrêmement complexes, qui prennent en compte ce qui se passe dans l'atmosphère, ce qui se passe dans l'océan, la cryosphère, la glace de mer, les glaciers, le Groenland et l'Antarctique, les eaux continentales, le cycle de l'eau, etc. Et sur la base de différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre dans le futur, donc de scénarios de réchauffement, et selon ces scénarios, vont calculer l'évolution de tous les paramètres climatiques. Alors pas seulement la hausse du niveau des mers, mais l'évolution de la température moyenne de la Terre, les précipitations, voilà, et enfin toute une série de paramètres climatiques. Donc pour répondre à votre question, selon les scénarios, je vais vous donner le cas d'un scénario, si on continue à émettre des gaz à effet de serre au même rythme qu'aujourd'hui, eh bien, la hausse de la mer, à l'horizon 2100, elle devrait être plus haute en moyenne globale de 1 mètre par rapport au début des années 2000. Maintenant, si on émet moins, si les émissions s'atténuent dans le futur, je parle même pas de suivre les accords de Paris, mais si on atténue quand même les émissions, ça sera un petit peu moins d'1 mètre. Ça peut être entre 50 cm et 1 mètre en moyenne globale. Donc ça dépend complètement. Alors, ça dépend complètement des émissions futures de gaz à effet de serre, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes parce que aujourd'hui on craint que l'Antarctique qui perd de la glace de façon accélérée, et c'est le Groenland aussi d'ailleurs, et c'est la cause principale de cette accélération de la hausse de la mer. On craint que l'Antarctique de l'Ouest, qui est la partie instable du continent antarctique, perde de la glace, continue à perdre de la glace, mais que le phénomène s'emballe, si vous voulez. Et que s'emballe tellement que toute l'Antarctique de l'Ouest pourrait tendre vers une nouvelle situation irréversible avec énormément de glace perdue. Et dans ce cas-là, au lieu d'1 mètre, eh bien ça peut être alors à l'horizon 2100, mais ça continuera au-delà de 2100, ça peut être entre 1,5 et 2 mètres en moyenne globale. Donc ça Et ça c'est donc une grande incertitude, et on a du mal à modéliser ce qui se passe au Groenland et en Antarctique, et donc aujourd'hui l'observation est fondamentale parce que l'observation du comportement on appelle les calottes polaires, l'Antarctique et le Groenland, permet le suivi au jour le jour, permet de voir si on tend vers quelque chose d'irréversible, si ça s'emballe, comment ça accélère, etc. Et ça permet aux modélisateurs de ces régions-là d'améliorer leur modèle et de proposer des projections plus précises. Mais là, il y a vraiment une grosse incertitude. Donc, il y a un consensus scientifique. Est-ce que autour entre un demi-mètre, entre 50 cm et 1 mètre d'augmentation d'ici à 2100? Le consensus scientifique, on sait que la mer, elle va continuer à monter. Ouais. Mais encore une fois, beaucoup d'incertitudes. L'incertitude qui dépend des émissions futures, ça, on sait pas. Et deuxièmement, de certaines composantes du système climatique dont on ne connaît pas exactement le comportement à long terme. Et c'est le cas de l'Antarctique de l'Ouest. Donc c'est deux niveaux d'incertitude très différents, mais qui font que
que c'est difficile de donner une fourchette plus fine, si vous voulez, pour le niveau de la mer dans le futur. Ce que je trouvais intéressant aussi de ce que j'ai appris en vous écoutant, c'était le fait que l'érosion, en fait. L'érosion était pas forcément liée à l'élévation au niveau de la mer. L'érosion actuelle. L'érosion actuelle. Des côtes. Des côtes. Oui. Mais par exemple, des côtes françaises. Oui. C'est beaucoup plus lié, en fait, à l'augmentation du nombre de tempêtes. Ouais, absolument. Aujourd'hui, l'érosion des côtes, c'est largement lié aux tempêtes hivernales pour la France. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, la mer monte, mais ça reste modeste, cette élévation. Mais, bon, ce qu'on sait aussi, et on l'observe bien, c'est que plus la mer monte, plus l'effet des tempêtes hivernales, avec les inondations temporaires associées, vont impacter les régions côtières. Et donc, alors, pour l'érosion des côtes, il y a les tempêtes, bien sûr, et puis il y a tout l'urbanisation parfois un peu anarchique quand même dans certaines régions. Le fait que pas en France, mais dans certaines régions du monde, on va draguer le sable pour faire des constructions. Oui, à Dubaï, les îles palmiers. Par exemple, oui, je sais. Par exemple, mais c'est aussi le cas dans plein d'autres régions du monde. Et tout ça, ça se conjugue et ça contribue à l'érosion, au recul des côtes, oui. Au recul des côtes. Mais du coup, c'est plus lié aux tempêtes que. Il y a les tempêtes et les activités humaines directes sur activités humaines. Oui, c'est ça, l'urbanisation. Tempête, plus que, en tout cas pour l'instant, plus que l'élévation. Ah oui, aujourd'hui, cette hausse de la mer, elle est modeste et elle contribue uniquement aujourd'hui par le fait que plus comme elle monte, l'effet des événements extrêmes, comme les tempêtes par exemple, ou dans certaines autres régions les cyclones, eh bien vont impacter davantage les côtes, l'arrière-pays. Est-ce que au niveau des scientifiques, de la communauté scientifique, j'ai du mal à me rendre compte du niveau de controverse. Est-ce qu'il y a des scientifiques, aujourd'hui, disons des scientifiques qui travaillent au CNES, par exemple, ou que vous connaissez, des scientifiques, on va dire, légitimes, qui sont pas d'accord sur l'origine anthropique de l'élévation du niveau de la mer. Enfin, le fait que, en gros, que ce soit les émissions CO2 et méthane. Alors, je dirais que la plupart sont d'accord sur les causes. J'en connais, oui, qui pensent que c'est pas lié aux activités humaines, aux émissions, que le réchauffement global n'est pas lié aux émissions de gaz à effet de serre. J'en connais quelques-uns, mais je préfère ne pas citer de nom. D'accord. Voilà. mais bon, non, dans la communauté que je connais, internationale, voilà, il y a vraiment un consensus. Ouais. Parce que je parle pas de. Si vous regardez d'ailleurs les rapports du GIEC récents là de 2019-2021, ces rapports du GIEC qui sont quand même élaborés par des milliers de scientifiques à travers le monde. Alors pas des milliers pour cet aspect niveau de la mer, c'est quelques dizaines, mais il y a un consensus dans la communauté internationale. D'abord, pour identifier les premières causes directes, c'est-à-dire réchauffement de l'océan et fonte des glaces, ça là, il y a aucun doute puisque on sait les quantifier par d'autres systèmes de mesure. On peut en parler. Et puis après, pourquoi les glaces fondent, pourquoi l'océan se réchauffe? Là, c'est grâce à des modèles de climat qui montrent que c'est parce que on a envoyé des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Voilà. Alors cette partie-là, il y a peut-être certains qui contestent, mais il y en a de moins en moins. Il y a quand même un consensus assez fort sur. Il y a un très bon exemple
réussite un peu de comment est-ce qu'on a réussi à observer un phénomène qui était le trou dans la couche d'ozone qui était lié à certains qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a Non, mais parce que oui, parce que non, non, mais allez-y, je vous écoute. Pardon, excusez-moi. non, il y a pas de souci. Hein. Et du coup, ce trou dans la couche d'ozone et on a réussi à Oui, trouver identifier, à identifier la cause, la voilà, cause et trouver le remède. exactement. Voilà. Ça Et c'est non, mais je trouve ça beau. oui. C'est une parce Oui, que sinon... mais c'est pareil pour Ouais. le réchauffement. Bon, le trou de la couche d'ozone, c'est une problématique qui avait des conséquences importantes sur la vie humaine. Le réchauffement global, ben, c'est pareil, on a bien identifié la cause, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Et on a, bah, les scientifiques, avec l'aide de certains organismes internationaux, ont bien proposé des solutions, c'est-à-dire réduire les émissions. La première des choses, c'est réduire les émissions. Et il y a quand même... il y a beaucoup de projets pour réduire les émissions. Alors, faut quand même savoir qu'en Europe, l'Europe, si on regarde les courbes des émissions par région du monde, l'Europe a réduit ses émissions depuis à peu près 2 décennies, depuis le début des années 2000. A réduit. Oui, bah, Ah bon on n'a pas arrêté. Non, mais je réduis, on est d'accord. Réduit Non, mais ça me les surprend. émissions. La courbe Ok. des émissions pour l'Europe, par exemple, a beaucoup augmenté, bon, au cours des dernières décennies, et puis ça diminue aujourd'hui. Les États-Unis, depuis un peu moins longtemps, mais ça réduit aussi. Par contre, après, si vous regardez la Chine, l'Inde, ça augmente. C'est vrai. Mais alors ça, c'est par région. Après, si on ramène ça à la population, les courbes sont un peu différentes. Oui. C'est toujours Par les capita. Américains, les Européens qui émettent le plus, Ouais, mais- par personne. Hein, ouais, mais- et c'est vrai que quand on se rend, moi je discutais de ça justement avec un ami hier, et quand on va aux États-Unis et qu'on voit le style de vie des Américains dans les voitures qu'ils utilisent, la quantité d'avions qu'ils utilisent pour se déplacer entre les villes, le fait qu'il y ait peu de trains, Oui, Euh, c'est vrai. c'est toujours un peu presque écrasant d'aller aux États-Unis, de se dire mais Oui, nous oui, qu'est-ce ben qu'on oui, fait bien avec sûr, nous bien ils sont sûr. enfin il y a un vrai déséquilibre dans leur consommation et surtout il y a pas du tout cette même conscience et cette volonté au niveau quand on discute avec les gens même en Californie où c'est quand même ils sont peut-être un peu plus portés Oui, sur c'est cette vrai. question C'est vrai. on a beaucoup de mal à voir une volonté en eux de changer beaucoup plus en Europe, beaucoup moins aux États-Unis. Et c'est vrai que des fois, il y a un petit côté décourageant Après, à vouloir faire des c'est bonnes pas choses vrai de la ici. communauté scientifique américaine. Hein. Ok. Moi, j'ai beaucoup de contacts avec eux. Ils sont tous à fait conscients qu'il faut, voilà, qu'il faut faire quelque chose. Ouais. Mais là, vous parlez de la population. De la population Oui, américaine. oui. Alors, en France, moi, je trouve, je veux pas parler des autres pays d'Europe, parce que je sais pas, mais je trouve qu'il y a quand même une prise de conscience du grand public depuis pas mal de temps sur le fait que le climat change et qu'il faut faire quelque chose pour l'environnement en général. Il y a quand même une vraie prise de conscience. Ah, ça bouge de plus en plus. Moi, je trouve que c'est assez porteur. Il faut pas que ça soit disons déprimant ou triste parce que c'est vrai que rapidement on voit un scénario très noir qui se dessine et je trouve que ça c'est pas la bonne façon de communiquer les choses mais par contre si c'est fait Non, mais moi ce que je pense et ce dans- que j'essaye de faire dans la mesure du possible, c'est de parler aux enfants. Moi j'interviens beaucoup chez les scolaires, même dès le primaire, après au collège et aussi dans les lycées. Je trouve que les enfants sont extrêmement réceptifs, même au primaire, ils sont, alors peut-être pas je parle pas des CP, mais par exemple CM1, CM2, bon CM2 ils ont 10 ans, et les enfants ils sont déjà extrêmement informés, parle en France, hein. Enfin en tout cas c'est mon expérience, ils sont déjà très, très informés, et puis il y a une prise de conscience chez eux, vraiment très
suis toujours étonnée de voir qu'ils ont envie de faire quelque chose à titre individuel pour l'environnement. Et souvent, j'ai noté aussi en parlant avec eux que pas toujours, mais souvent c'est eux qui éduquent leurs parents. Par exemple, des choses bêtes comme éteindre les lumières dans les pièces quand on n'y est pas, enfin des choses comme ça. Alors je parle pas, c'est pas que pour le réchauffement climatique, c'est pour l'environnement en général, mais éteindre le robinet enfin, pas laisser couler l'eau inutilement, des choses comme ça. Et parce que je suis intervenue assez souvent chez les scolaires et j'ai toujours été émerveillée par cette prise de conscience des enfants. Enfin, c'est une expérience limitée, bien sûr. Je veux pas généraliser, mais je trouve ça très rafraîchissant, très. Dans tous les cas, moi j'ai deux petites choses à dire sur effectivement éteindre la lumière, le robinet en se lavant les dents, etc. Je pense que c'est une façon d'être au monde où on a conscience de la chance qu'on a d'avoir de la lumière au-dessus de nous, et du coup il faut en prendre soin et du coup l'économiser. Oui. Pour autant, de l'autre côté, il y a cet aspect où est-ce que c'est pas des solutions marginales, et en reportant un peu en demandant aux efforts des individus, est-ce qu'on masque pas le vrai problème, qui est un problème de politique publique? Mais bien sûr. C'est que là où on va vraiment avoir le levier d'action. Bien sûr que vous avez raison, c'est une goutte d'eau dans cette problématique très complexe. Mais c'est un état d'esprit aussi. Exactement. Et je trouve que c'est super important quand même si c'est sûr que c'est pas ça qui fait qu'on va beaucoup diminuer nos émissions de gaz à effet de serre si on éteint la lumière dans toutes nos pièces. Mais voilà, c'est un état d'esprit. Puis après, quand ces enfants ils deviendront adultes, ils auront peut-être la possibilité d'avoir un impact plus important, etc. Dans ce laboratoire là dans lequel on est aujourd'hui, j'ai plein de collègues qui viennent en vélo pour préserver l'environnement. Et moi je suis un grand fan de vélo, donc oui, le vélo c'est une des solutions, notamment si on fait un double clic sur les causes des émissions de CO2, on rentre sur du coup le transport, c'est une des premières causes, et c'est vrai que le vélo ça a tellement d'avantages. Oui, mais après, comme vous dites, c'est des choses qui dépassent l'individu, parce que si je prends l'exemple de la ville de Toulouse, où il y a pas assez de transports en commun. Alors on est en train de construire la 3e ligne de métro, c'est très bien, mais ça aurait dû, à mon avis, ça aurait dû être fait bien plus tôt. Depuis longtemps. La circulation à Toulouse, c'est épouvantable. Cette rocade qui enserre la ville, elle est bloquée tout le temps, du matin au soir. Enfin, et donc, oui, ça dépasse l'individu, c'est évident. Et notamment sur ce problème de circulation, il y a cet effet que plus on va construire de routes, plus on va avoir de circulation de voitures, et donc ça fait comme un effet d'entraînement. Donc on va dire oui, il y a des bouchons, donc on va construire plus de routes, mais le fait de construire de routes entraîne plus de circulation, ce qui fait que construire plus de routes quand on a des bouchons, c'est pas une bonne solution. La solution, c'est celle que c'est les transports en commun. C'est les transports en commun, c'est le vélo, c'est d'autres. Et en fait, un des très bons exemples de ce serpent qui se mord la queue de construire plus de routes parce qu'on a plus d'embouteillages, c'est Los Angeles. Où là, c'est des 5 voies remplies. Vous connaissez un peu Los Angeles? Oui, je suis allée plusieurs fois, oui, bien sûr. Je suis allée souvent. Et c'est un très bon exemple de l'échec de construire plus de routes. Oui, et puis, si on veut être pessimiste, comme je l'ai dit, moi qui reviens d'Inde, la circulation, c'est épouvantable. Et puis, j'étais dans une ville qui s'appelle Hyderabad, 11 millions d'habitants. Une circulation d'enfer, et même les gens, il y a des feux rouges, mais ça n'existe pas les feux rouges là-bas, on continue à rouler. Okay. Ils ont construit un métro il y a quelques années, et les Indiens que j'ai rencontrés m'ont dit ça n'a absolument pas amélioré la circulation des voitures, mais c'est encore pire aujourd'hui. Alors je sais pas pourquoi,
peut-être parce que la ville ne fait que grossir, et donc il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de gens qui veulent se déplacer avec des voitures, etc. Donc moi j'ai pris l'exemple de Toulouse où effectivement je râle quand je suis dans les bouchons, mais dans d'autres pays c'est infiniment pire. Ah oui, voilà. oui, c'est ça. Et donc ça remonte pas le moral. Mais il faut regarder cette réalité, hein, en face. Oui, c'est ça, oui. Alors, est-ce qu'on a un petit peu d'optimisme? Alors, vous, est-ce que vous êtes plutôt pessimiste, plutôt optimiste? Quel est votre sentiment? Non, je suis pas spécialement pessimiste. Personnel. Bon, sur quoi, d'abord? Notamment sur ce qui nous attend par rapport au changement climatique. C'était. Alors moi, ce qui m'inquiète le plus dans le changement climatique, c'est évidemment pas la hausse du niveau des mers, parce que bon, c'est le sujet sur lequel je travaille. Alors ça m'intéresse bien sûr, mais on s'adaptera. Les gens s'adapteront. Soit ils s'en iront, soit il y a plein de pays qui savent s'adapter déjà, comme les Pays-Bas, où ils construisent des terres artificielles sur les mers, et ils ont des maisons flottantes, etc. Donc on s'adaptera, ça c'est à mon avis. Ou alors on s'en ira, si les gens... Je pense à des atolls comme les Tuvalu, etc. Peut-être eux qui sont condamnés à terme, c'est pas drôle, mais il y a plein de terres... vide sur la planète où on peut aller s'installer. Alors ça pose des problèmes personnels, ça je suis d'accord. Bon, donc moi ce qui m'inquiète le plus dans le changement climatique, c'est les événements extrêmes, parce que ceux-là on peut pas les prévoir. Si vous regardez tous les exemples récents, là encore les inondations à Valence, il y a maintenant 3 semaines, peut-être 4 semaines, je sais plus. Vous voyez un peu, ça a été alors il était prévu qu'il y ait des fortes précipitations, mais la chaîne d'alerte a mal fonctionné, et au total, je sais plus combien, 200 morts ou davantage. Voilà. Et dans tous les cas, dans les endroits extrêmement urbanisés, comme c'était le cas à Valence, même si vous prévenez les gens, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va, on prend sa voiture, on s'en va, puis on se retrouve dans des embouteillages sans nom sur les routes et on peut pas s'échapper. Les événements extrêmes, c'est vraiment un vrai problème. Et aujourd'hui, on voit qu'ils se multiplient, même en fréquence. Pendant longtemps, on disait non, ils sont pas plus fréquents, mais ils sont plus intenses. Aujourd'hui, ils sont plus fréquents et plus intenses. Et voilà, donc les événements extrêmes, c'est les inondations, les vagues de chaleur, les feux, les incendies, etc. Et ça, qu'est-ce qu'on fait là? Mais moi, je trouve ça très intéressant, cette observation. J'aimerais aussi, avant de venir avant de répondre sur les événements extrêmes, sur la première partie de ce que vous avez dit sur la montée du niveau de la mer et comment est-ce qu'on va s'adapter. Et on a quand même l'exemple de l'humanité, notamment avec la grotte Cosquer, où on voyait, où on a vu qu'on a réussi à vivre dans des niveaux où la mer était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus basse que ce que c'est aujourd'hui. Donc on est les rois de l'adaptation. Alors la grotte Cosquer, c'était moins 30 000 ans, entre moins 30 et moins 20 000 ans. Ouais. Le niveau de la mer, il était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Mais il y avait des hommes. Oui, mais alors d'abord, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis c'est le fait que la mer était beaucoup plus basse. 20 mètres. 120 mètres. 120 mètres. Oui, 120 mètres. Alors c'est des cycles naturels, les grandes glaciations du dernier million d'années, qui sont liées à des variations de l'obliquité enfin, je sais pas si vous êtes familier avec ça. Non, pas du tout. Je suis curieux. Des variations de l'obliquité de la Terre, et puis de l'orbite de la Terre, qui était plus ou moins excentrique, etc. C'est ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch.
En fait, c'est lié à l'attraction gravitationnelle des Jupiter, les autres planètes, la Lune, etc. sur le système Terre, donc qui ont modifié son orbite, l'orbite de la Terre autour du Soleil, et puis l'axe de rotation de la Terre, la position de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l'écliptique. L'écliptique, c'est le plan dans lequel la Terre orbite autour du Soleil. Et au cours, depuis à peu près 1 million d'années, ça a donné lieu à des périodes chaudes et des périodes froides. Les périodes froides, c'est les grandes glaciations, où le nord de l'Amérique et la Scandinavie avaient plusieurs kilomètres de glace. Et cette glace, elle venait d'où? Des océans, parce que la quantité d'eau sur la planète est constante. Et donc le niveau de la mer était plus bas. Il y a 20 000 ans, le dernier maximum glaciaire, le niveau de la mer était plus bas qu'aujourd'hui, de à peu près 120 mètres. Ah oui, d'accord, j'avais pas du tout idée. Voilà. Et vous dites qu'il y avait des hommes, oui, il y avait Homo sapiens, mais ils étaient quand même pas du tout nombreux. Alors, il y a 20 000 ans, je l'ai su, mais j'oublie toujours exactement, mais il y avait peut-être je vais peut-être dire une bêtise, là. Faudra vérifier. Un million d'humains sur la planète. Un million? Peut-être un peu plus, je sais plus, je me souviens plus. Non, mais c'est pas grave. Oui, non, peut-être quelques millions, j'ai oublié le chiffre exact. Voilà, et puis, donc, si vous voulez, oui, en fait, c'est quoi exactement la réflexion? C'est quoi? Quand le niveau de la mer était plus bas qu'aujourd'hui, en particulier dans la Méditerranée, l'Homo sapiens, il est allé dans les grottes pour faire ses peintures, et la grotte Cosquer, elle était accessible à pied sec. Et puis la mer, elle est remontée. Et voilà, aujourd'hui, il y a la moitié de la grotte qui est sous l'eau, et dont les peintures. Et en fait, parce que juste une petite parenthèse. Alors, je suis allée visiter la réplique, parce qu'on peut pas aller dans la vraie grotte, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Ah, c'est moi. Dès que ça a été ouvert, Pareil. D'abord, je suis une fan des grottes préhistoriques. Ah, moi oui, aussi. j'ai visité la grotte Chauvet, Lascaux plusieurs fois, toutes les répliques de Lascaux, Altamira en Espagne. Ouais, c'est une passion. La préhistoire, oui, c'est une autre de mes passions. C'est vrai? Ah, génial. Oui, bien sûr. Et il y a quelques jours, il y a 2 jours, je sais plus, il y a eu une jolie émission sur c'était peut-être samedi soir, sur Arte, sur la grotte Chauvet, sur la grotte Cosquer, justement. Ok, je l'ai pas vu, j'ai pas vu l'émission, mais alors pour revenir sur la grotte Cosquer que j'ai visité. Vous avez visité la vraie? Non. La réplique. La réplique, bien sûr, pardon. Oui. C'est vrai que c'est marrant ce petit le petit tramway dans lequel on est, ça fait un petit côté Disneyland. Oui. Mais je trouve que c'est hyper. Au début, quand j'ai vu que c'était dans un petit train, oui. J'étais un peu sceptique, mais quand j'ai visité la grotte Cosquer, la réplique de la grotte Cosquer, oui. j'étais extrêmement touché finalement parce que c'est très très bien fait. Et si vous avez l'occasion, regardez cette émission qui est passée samedi soir, je crois, c'est samedi soir sur Arte. La première partie, c'était sur la grotte Chauvet, que j'ai visitée, que je trouve extraordinaire. Et la deuxième partie, c'était sur la grotte Cosquer. Ok. Et c'est fabuleux parce que Homo sapiens était capable de faire sans lumière, l'éclairage avec des torches, et puis j'imagine sans modèle, juste la précision du dessin de tous ces animaux, c'est extraordinaire. Et moi, ce que je trouve hyper touchant pour revenir aux torches, c'est quand on met une torche comme ça proche dans des dessins, comment avec le relief ça bouge et ça fait prendre, ça donne vie à l'animal. Exactement. Mais d'ailleurs, ça a été rappelé dans ces émissions là dont je vous parle, où finalement on a l'impression que ça bouge, que ces animaux sont vivants, et oui. Et aussi non mais moi j'adore ça. Et moi aussi, je suis vraiment passionnée. Une des curiosités de la grotte Cosquer, c'est aussi qu'il y a un pingouin qui est peint. Oui, absolument. Donc on revient à une période froide, et c'est ce qui
Ça, c'est magnifique. Quand, si j'ai bien compris, elle a été occupée plusieurs fois, mais dans tous les cas, on était déjà en glaciation. Mais moi, je trouve ça extraordinaire de comment, finalement, une peinture laissée par des gens il y a 30 000 ans corrobore. Coscar, c'est un petit peu moins, c'est autour de 30, moins 30 000 ans. Okay. C'est 36, c'est Chauvet. D'accord. Comment ils arrivent Non, mais merci, j'adore la précision également. Mais comment ça corrobore les données qu'on avait? On savait qu'il y avait la glaciation, mais là, d'un coup, on voit un pingouin peint dans une grotte. Sûr, et là, on se dit, waouh! Il y avait des gens qui non seulement ont vu le pingouin, un pingouin de Méditerranée, qui est une espèce aujourd'hui disparue, et qui ont pris le temps d'aller la peindre dans une grotte, et pour aller dans cette grotte, le boyau d'une centaine de mètres qu'il faut affronter pour ensuite... Maintenant, il est sous l'eau, mais à cette époque-là, il n'était pas sous l'eau. Je pense que Homo sapiens, il marche. Enfin, c'est sûr, il marchait à pied sec, là, à cette époque-là. Mais il faut sans lumière, avec une petite torche, faut pas se cramer et tout, c'est quand même... Toutes les peintures rupestres, elles sont souvent très loin de l'entrée de toutes ces grottes. Oui. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve ça aussi passionnant. Et Chauvet, c'est un chef-d'œuvre de 36 000 ans. C'est-à-dire, dans cette émission-là récente, il y a quelque chose qui m'a frappé, à laquelle j'avais jamais pensé, c'est qu'il y a plus de temps qui sépare Chauvet, moins 36 000 ans, de Lascaux, moins 17 000 ans, de Lascaux aujourd'hui. Ah ouais, quand vous pensez à Lascaux et aujourd'hui, si les Homo sapiens qui a fait les peintures de Lascaux revenaient aujourd'hui, mais ils se croient sur une autre planète. Et c'est-à-dire que ce qui est curieux, c'est qu'entre Lascaux, donc Chauvet, vous dites moins 36, Lascaux moins 17. Moins 17. Et Coscar qui est entre les deux. Ils font quand même plus ou moins la même chose. Oui, c'est vrai. Ça, c'est fou, hein. Oui. De se dire que la culture, nous, on est dans une période où la rapidité du changement est visible presque à l'œil nu. Entre notre génération, comment est-ce que les gens au XVIIe siècle, ils peignaient, pendant des millénaires, il y a des courants artistiques. Oui, pendant des millénaires. Mais, c'est un mystère et c'est passionnant. Et il y a une autre grotte en Ariège que j'ai visitée aussi, où c'est une des seules grottes où on peut... Nio, les grottes de Nio. La grotte de Nio. Oui, moi aussi, j'ai visité toutes les grottes de... Et pas toutes les grottes du monde, bien sûr, mais toutes celles... en France? Oui, en France, en Espagne. Et alors, celle de la grotte de Nio, une des particularités, c'est justement que... il y a alors je crois qu'il y avait une loutre aussi ou un ça je me souviens pas, il y a longtemps que j'y suis allée. Mais il y a un cheval et un bison, et notamment qui sont situés juste au-dessus d'une coupole. Ah oui, peut-être, oui. Et ce qui est j'y retourne. Ce qui est magnifique, alors je sais pas, la personne qui nous a fait visiter la grotte, qui s'appelle Léa, avait chanté à cet endroit-là. Et en fait, il y avait un écho. Mais magnifique. Et ça rappelait presque l'écho qu'on peut trouver dans une église, par exemple. Ouais. Et donc, le fait qu'il y avait c'est une des grottes où on peut visiter les peintures originales. C'est une des seules grottes Oui, c'est vrai. Moi, je suis déjà allée, mais... je sais pas, il y a une émotion qui se dégage de ces peintures qui ont été faites par des gens il y a des milliers, des dizaines de milliers d'années. La précision du trait. Enfin, moi, je sais pas dessiner, mais je trouve ça... extraordinaire. Justement, ça a été je sais plus si c'est le bison ou le cheval qui était dessiné, qui était fait d'un seul coup de main. Exactement. Sauf l'œil. Mais sinon, c'était un geste d'une précision artistique que moi je pourrais absolument pas reproduire aujourd'hui. Pas dessiner, mais oui, absolument. C'est extraordinaire, ça. Du coup, alors cette parenthèse grotte. Et puis, si vous permettez encore une autre parenthèse, il y a dans toutes ces... Avec plaisir. Je sais pas si c'est toutes les grottes, mais il y a les mains... les mains, comment on dit, négatives. Oui. Et alors, les positives et les négatives. Paraît-il qu'on a découvert que, à cause de la longueur des doigts, il y a des femmes qui
qui allaient dans ces grottes. Parce que, soi-disant, que l'index des femmes est plus grand que l'auriculaire. Mais moi, j'ai regardé, moi, c'est l'inverse. Ok. Donc, c'est une proposition d'une contre-théorie de... Exactement. Donc, mais après, ça serait surprenant qu'il n'y ait pas de femmes qui faisaient ces peintures-là aussi. Donc, absolument, oui. Donc, c'est ce que c'était mix. On a retrouvé dans la grotte de Nio, justement, une empreinte d'enfant, d'un pied d'enfant. Oui, il y a des empreintes d'enfants. Et dans le sable, même pas peinte, hein. Vraiment un pied d'enfant posé comme ça. Empreinte, Donc on sait qu'il y avait des enfants, mais que c'était des grottes quand même relativement peu fréquentées. C'est-à-dire que c'était pas, en tout cas la grotte de Nio, c'était pas, ils y allaient pas tous les 4 matins pour aller faire un coup de peinture. C'était très peu fréquenté. On retrouve les cycles des fréquentations dans les grottes, et notamment ils ont réussi à faire de la datation au carbone 14 parce qu'ils utilisaient du charbon dans les peintures. Donc ça a été retrouvé, et on peut dater très précisément quand est-ce que ça a été fait, l'éloignement entre les différentes peintures. Tout à fait, oui. Et en fait, on voit qu'il y a plusieurs centaines d'années ou de milliers d'années entre différentes peintures. Périodes d'occupation. D'ailleurs, là, il montrait, alors je sais plus si c'est Chauvet ou Coscar, je me souviens plus, mais que il y a à une deuxième période d'occupation, il y a Homo sapiens a redessiné par-dessus des dessins qui avaient été faits quelques milliers d'années avant. C'est vraiment fantastique, je trouve. Et comment pour faire comment ils mettaient les mains négatives ils prenaient de la peinture et sûrement ils soufflaient comme ça en crachant de la peinture avec un pochoir, un pochoir. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous savez pourquoi est-ce que vous avez une interprétation personnelle de pourquoi est-ce qu'il y avait autant de quoi d'activités, qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire dans moi, je peux uniquement dire ce que j'ai lu. C'était Vous avez lu qui, Pardon? Qui sont vos auteurs un peu de... Oh, mais j'ai beaucoup de livres là-dessus. Moi, j'aime bien Jean-Claude, que j'ai pas mal... Ah oui, Jean-Claude, oui. Oui. J'ai des livres, mais j'en ai beaucoup sur l'histoire de l'homme, enfin de l'origine de l'homme, la préhistoire, l'histoire de Homo sapiens, etc. C'était des endroits un peu comme nos églises, si vous voulez, hein. Je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord là-dessus. Ils vivaient pas dans les grottes. C'était des endroits un peu mystiques, où j'en sais rien, moi. Je suis pas une experte quand même de ces questions, mais je crois qu'il y a un accord parmi tous les préhistoriens pour dire que c'était genre de lieu de culte, si vous voulez, où Homo sapiens, vous voyez, un peu un côté sacré. Je suis après, le sacré, quel sacré, on ne sait pas, mais... on revient. Non, juste avant de revenir, vous avez quelle est votre relation au sacré ou à la spiritualité, ou est-ce que c'est une question que vous voulez aborder ou pas? Non, j'ai pas trop envie. D'accord. Et alors, pour attacher le wagon par rapport à ce qu'on disait, qui était, donc, j'ai lancé le sujet de la grotte Coscar par rapport au fait qu'on était capable de s'adapter pour, disons, montrer un exemple de comment Homo sapiens est capable de s'adapter au changement du niveau de la mer. Et alors... Oui, mais vous voulez dire Homo sapiens d'aujourd'hui, parce qu'il s'adapte en faisant une copie, c'est ça que vous voulez dire? Ah, pardon? J'ai pas... vous dites comme Homo sapiens, la grotte Coscar, s'est adapté. Mais il s'est adapté que aujourd'hui, en faisant une copie de cette grotte. Mais avant, pendant des milliers d'années, il s'est rien passé. Non, c'était plutôt pour dire que, l'humanité en général est capable d'affronter une élévation du niveau des océans, comme peut-être, on va pas de 120 mètres, nous on est plutôt sur 1 mètre, mais disons qu'on a été capable de le faire dans le passé, et donc c'est probable qu'on soit capable de le faire dans le futur. Je comprends pas du tout, excusez-moi, mais je comprends pas la question.
quand Non, ces c'est- dessins ont été faits il y a 30 000 ans, Oui. bon, après, elle a peut-être à partir de je sais pas exactement quelle date, moins 20 000 ans, elle a pu être occupée, Oui, la oui. grotte. Puis la mer a monté, et puis personne savait qu'il y avait une grotte avec des dessins, jusqu'à temps que Henri Cosquer la Tout à fait. découvre il y a quelque temps. Tout à fait, non, c'est pas... Donc, moi, je vois pas d'adaptation, là. La seule adaptation, c'est aujourd'hui, ben oui, on la découvre, on trouve que c'est un chef-d'œuvre, et on fait une copie pour que justement elle soit préservée. C'est en ce sens-là qu'on s'adapte. Non? oui, non, mais je suis C'est pas ce que vous vouliez dire. Non, moi, c'est pas par rapport à la copie de la grotte. C'est juste par rapport, c'est juste pour montrer que le niveau de la mer avant était plus bas, donc Oui. de 120 mètres, comme vous l'avez dit. Entre-temps, en 30 000 ans, le niveau a beaucoup changé. Oui, il a monté jusque vers 3000, moins 3000. D'accord? Ça c'est, voilà. Puis après, c'est resté stable pendant, depuis deux ou trois millénaires. Et puis, ça commence à remonter, mais de façon très modeste par rapport aux 120 mètres. Oui, de façon très modeste. Voilà, En fait, à cause des humains, à cause des activités humaines. voilà. Et en fait, non, moi, c'est juste pour dire, et c'est par rapport, en fait, c'est pour continuer votre pensée sur, on trouve des solutions, on va se déplacer, on va Oui. construire comme aux Pays-Bas, construire des maisons sur pilotis. Ça va être très dérangeant pour certaines populations, oui. Mais c'est pas, disons, la menace principale. Et vous avez dit Moi, ensuite, c'est ce que je pense. C'est bien sûr et moi, je pas. partage votre avis. C'est pas la menace principale. La Je menace principale, c'est vraiment les extrêmes. Voilà. Et en fait, moi, je voulais aussi rebondir sur ces menaces extrêmes et en prenant par exemple, donc moi, c'est mon intuition, disons, que on va réussir à trouver des solutions à ces menaces extrêmes, notamment comme on prend l'exemple du Japon avec ce phénomène de tremblement de terre extrême, etc. Ce sont devenus un peu des pionniers en termes d'adaptation au tremblement de terre. Donc, est-ce que... Oui, pas toujours, parce que 2011, Fukushima, Oui. ils ont beau être entraînés, quand il y a un tremblement de terre, il faut se mettre sous la table ou sous la porte, là, mais on peut pas toujours quand même. Hein. Non, mais vous avez raison. Et vous avez raison. Par exemple, si on revient à cet événement à Valence il y a quelques semaines, il aurait fallu que le système d'alerte soit beaucoup plus précis et dire aux gens de surtout pas monter dans leur voiture. Parce qu'en fait, la plupart des morts, si j'ai bien compris, des victimes, en fait, ce sont des gens qui ont été noyés dans leur voiture. Parce que les voitures ont été emportées par le courant, etc. Dans ce cas-là, il faut rester chez soi, monter dans les étages si on en a, etc. Donc effectivement, l'entraînement à ce genre d'événement, c'est hyper important, comme vous dites pour les tremblements de terre au Japon. Les gens sont entraînés. Et puis l'alerte, le problème de l'alerte, c'est quelque chose qui à mon avis, pas encore complètement assez bien développé, même dans un pays comme la France. Alors c'est vrai, quand il y a Météo France fait des alertes, et puis après c'est retransmis aux populations via les préfets, etc. Mais ça peut être encore amélioré. Et puis là, on a vu en Espagne, ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché du tout. Et c'est vrai que par rapport, par exemple, à des vents ou des choses comme ça, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et notamment, alors là, pour aussi parler des choses positives aux États-Unis, ils envoient des SMS. Oui, sur les portables. Oui, bien sûr. Exactement. Pourquoi est-ce que... Mais ça se fait, ça, déjà, ça se fait en France. Alors, encore une fois, c'est pas mon domaine d'expertise, par exemple, pour les événements cévenols, pourtour méditerranéen, il y a des systèmes d'alerte sur les portables auprès des populations. Mais là, visiblement, en Espagne, ça. Je crois que les gens ont été alertés, mais après la tempête, enfin après c'est un peu tard. Après l'inondation. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu tant de victimes. Mais donc il y a des choses à améliorer dans tous les maillons de la chaîne, entre la prévision météo très en amont jusqu'à
jusqu'aux populations. Mais ce que je trouve, du coup, moi je trouve ça important aussi d'avoir une vision optimiste. C'est pour ça que j'essaie de voir, oui, il y a le problème, on en a beaucoup parlé, mais il y a des solutions, et je trouve que c'est ça qui est vecteur d'espoir, de pouvoir envisager, un peu, quels sont oui, il y a un problème, oui, il y a le réchauffement climatique, oui, c'est nous les responsables. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et on voit on arrive à esquisser pas mal de solutions, que ce soit dans la prévention ou dans l'adaptation. Oui, bien sûr. Et moi, je trouve que ça, c'est hyper rassurant. Enfin, c'est rassurant. Alors, il y a un côté rassurant, mais le côté un peu démoralisant, c'est que si on regarde la courbe des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, depuis 1960, il y a eu des petites baisses temporaires, comme par exemple pendant le Covid, et puis c'est reparti à la hausse, comme avant. Et quand on se déplace un peu à travers la planète, on s'aperçoit que la plupart des gens ils vivent comme avant. On prenait l'exemple des transports, vous donniez l'exemple des États-Unis, la Californie. Moi, j'ai évoqué l'Inde, et puis on peut penser à plein d'autres pays. Les gens, ils ont besoin de se développer. Les transports, c'est 30% des émissions globales. C'est aussi vrai en France, d'ailleurs. C'est le numéro 1. C'est le numéro 1. C'est 30%. La cause numéro 1 d'émissions. C'est 30%, oui. Et moi, ce que je pense, c'est que... Et le trafic aérien, pardon, je vous coupe, mais le trafic aérien, 2%. Parce que vous aviez... oui, entre 2 et 3%. 3-4 au maximum. Ouais. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on culpabilise beaucoup les gens qui prennent l'avion, mais bien sûr, il faut prendre le train quand on peut. Des fois, on peut pas éviter de prendre l'avion. Mais c'est pas ça le gros du problème. Non, voilà. Il y a les transports et puis il y a tout un tas d'autres choses. Et le côté, si je dois être pessimiste, c'est parce que je pense que de toute façon, les humains, ils utiliseront le pétrole jusqu'à la dernière goutte. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... disons qu'il y a des lobbies assez puissants qui vont essayer de sortir effectivement la dernière goutte et de l'utiliser jusqu'à la fin. Donc, effectivement... Alors, de toute façon, pour certaines choses, on ne pourra pas s'en passer, mais si déjà il y avait effectivement un effort global sur les transports, ça, ce serait déjà vraiment un point important et rassurant. Et le premier, du coup, c'est un peu la voiture. Moi, je sens que c'est d'après mes connaissances, mais éclairez-moi si c'est pas la bonne chose. Mais dans ces 30% d'émissions globales de CO2, il y a du coup le premier poste. C'est les transports. Voilà, c'est donc 30% les transports. Et sur ces transports, c'est la voiture qui est la source d'émission numéro 1. La voiture et le transport. La voiture en général, le transport des marchandises. Le transport maritime. Le transport maritime, c'est comptabilisé avec l'aviation. Alors ça contribue bien sûr, mais surtout le transport des marchandises. Si vous regardez rien qu'en France. Pourquoi on n'utilise pas le train comme on le faisait dans le passé, il y a 30 ans? C'est génial, le train. Oui, mais... Alors, pour sans doute plein de raisons économiques, de facilité, c'est plus facile d'utiliser les camions. Mais... Pour le fret, justement, ils viennent d'annuler le déplacement. La SNCF vient d'annuler son service de fret par rapport au déplacement de marchandises par train, justement, cette année. Alors que ça, c'est aberrant. C'est aberrant. C'est totalement aberrant. Si vous regardez les autoroutes du sud de la France, c'est ce que je connais le mieux. C'est effrayant le transport, les camions, les transports routiers. C'est dangereux. En plus de ça, oui, c'est dangereux, mais souvent il y a sur une file, il y a un train continu de camions. Et puis alors en plus, c'est un autre problème. Ils se doublent, ils roulent tous à la même vitesse, mais ils
Ils ont besoin de se doubler les uns les autres. Bon, enfin, ça, c'est une autre question. Mais et on en revient. Voilà, mais c'est bien sûr, oui, quelque chose à faire, mais ça. On en revient c'est un en fait problème politique, ça. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est on peut pointer du doigt les individus qui font de la voiture, qui font du vélo, Ah oui, mais des fois on peut pas faire autrement. Bah oui, exactement. De la voiture, ça reste essentiel pour des milliers de gens pour des millions de personnes pour pouvoir se déplacer. C'est juste le meilleur moyen par rapport à leur situation professionnelle, par rapport à là où ils habitent, etc. Et la voiture, ça a rendu plein de services et ça a été génial pendant des années. C'est l'abus de son utilisation qui est problématique. Et on en revient à cette problématique que faut pas non plus responsabiliser trop les individus, même si un petit peu parce que ça charade la prise de conscience, mais c'est avant tout un problème politique, et à partir du moment où on va vraiment décider d'investir dans le train, de proposer du transport public qui marche pour de vrai, de proposer des infrastructures cyclables où les gens peuvent se déplacer, tout en autorisant les gens à utiliser leur voiture quand ils en ont besoin, et que ce soit pas pointé du doigt où c'est pas bien. Ici à Toulouse, enfin, excusez-moi, mais comme j'habite à Toulouse, je connais. Bah, c'est l'exemple que je connais le mieux. Bien sûr, on incite les gens à prendre leur vélo, mais c'est hyper dangereux parce que sur la route, qui est pas très large, vous avez juste une marque au sol en disant cette partie-là elle est réservée au vélo, mais les voitures elles occupent toute la largeur de la route et c'est hyper dangereux. Donc inciter les gens à faire du vélo, c'est bien s'il y a des pistes cyclables dédiées. Autrement, c'est très dangereux. Et le problème, justement, c'est que là, il y avait le plan vélo qui vient d'être annulé, par rapport en France? En France, ils avaient prévu 2 milliards pour investir dans le plan vélo, et il a été annulé à cause de la découverte récente des dépenses budgétaires, et du coup pour faire des coupes dans le budget, et ben on prend ces 2 milliards sont réduits à quelques millions. Donc c'est vrai qu'on a quand même en fait, malgré le fait qu'on connaisse les solutions, malgré le fait qu'on ait les solutions entre nous, justement pas vraiment entre nous-mêmes, entre les mains des politiques, et ben on a du mal à voir les choses qui avancent dans le bon sens, en tout cas à court terme. Et ça peut être un peu démoralisant, effectivement. Oui. Mais il faut pas se laisser démoraliser, J'avais une question, et c'est une question un peu triviale. Oui. Mais est-ce que vous personnellement vous continuez à manger du poisson? Oui, quand j'en ai l'occasion, parce que j'aime bien le poisson, mais je mange pas de viande. Ok. Je mange pas de viande parce que j'aime pas ça. Alors c'est facile, hein. Je veux dire. Je suis plutôt végétarienne, mais oui, le poisson, quand j'en ai l'occasion, parce que c'est bon le poisson. Ouais, parce que... Parce que quoi? Non, mais c'est une des questions, c'était justement tout ce qui est microplastique, mercure, pollution dans les poissons, etc. Ça d'un côté, la surpêche de l'autre. Oui, mais à ce moment-là, vous mangez plus, je sais pas, des fraises parce que elles sont pleines de pesticides, même quand vous les lavez sous le robinet, sous l'eau du robinet. Bon, il y a plein de trucs qu'on fait plus à ce moment-là. Alors il faut pas trop y penser, mais moi j'en mange pas souvent du poisson, juste à l'occasion quand je vais au restaurant, parce que je peux pas faire manger du poisson qu'une entrecôte, c'est tout. Ça m'arrive pas trop souvent. J'adore le poisson. Oui, moi aussi. Bah oui, vous en plus vous habitez près de la mer. Ouais. C'est vrai que récemment j'ai mangé un bar à la noix de coco qui était... Non mais c'est bon le poisson, ouais. Bah oui, non, c'est génial. Après, oui, si on pense à tout... à tout ce qui peut nous arriver... Des fois, ça peut être un peu difficile de trouver cet équilibre entre qu'est-ce qu'on fait pas, les risques, les problématiques, l'engagement de cette action de manger un poisson, la surpêche, et des fois on est... Ouais, mais c'est une question d'équilibre. On mange pas du poisson matin, midi et soir, tous les jours, donc c'est pas question d'équilibre. Très bien. Eh ben, je pense qu'on touche à peu près à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez peut-être un message, un mot de conclusion,
une pensée, une envie, quelque chose à dire. Je vous laisse, Non, je vous laisse le mot de la fin. Moi, je suis chercheur et je pense que la science, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est ça qui nous permet de mieux comprendre le monde dans lequel, le monde qui nous entoure et de savoir comment il évolue, pourquoi il évolue dans tel ou tel sens et je pense que voilà et la science c'est aussi un moyen de comment dire de pas penser à nos petits problèmes du quotidien, etc., mais d'avoir une vision un petit peu plus globale sur nous les humains, sur la planète sur laquelle on vit, et puis au-delà de notre place vraiment ridiculement petite dans cet univers immense. Donc moi c'est ça qui me passionne parce que tout à l'heure on a parlé d'Homo sapiens, mais moi ce qui m'interpelle c'est c'est très bête parce qu'il y a plein de gens qui se posent les mêmes questions. Pourquoi quelque chose plutôt que rien? Pourquoi on est là? À quoi on sert? Etc. Et un moyen de répondre à ces questions, c'est la science, voilà. Mais qui, j'ai bien conscience, permettra pas de répondre à toutes les questions. Mais voilà. Mon message, c'est faut être curieux du monde qui nous entoure. Et je sais pas grand chose de plus à ajouter. Non, mais c'est déjà bien, c'est une très belle qualité, la curiosité, effectivement. Mais merci beaucoup de m'avoir reçu, de ce temps qu'on a passé ensemble. Et voilà. Mais écoutez, avec plaisir, et je vois qu'on partage certaines mêmes passions, en particulier sur la préhistoire. Sur les grottes, incroyable. Et ben merci beaucoup. Et ben écoutez, merci à vous et avec plaisir. Trop bien. Le sillon bulle est activé.